Allez-vous me suivre en voyage jusqu'au château de la Loire? On y verra des reines, mais pas celles que vous croyez. Michael Pretzeil est apiculteur, fondateur de la société Le Rucher de la Dame Blanche, qui installe des ruches dans les jardins de ses prestigieuses demeures. Il en gouverne 350. Il récolte le miel des différents domaines pour le transformer en 1001 produits thérapeutiques, cosmétiques ou de gourmandise. Mais bien au-delà, Michael, adepte du biomimétisme, s'inspire de l'organisation sophistiquée des abeilles au rucher pour l'adapter au management d'entreprise. Suivez-moi, ces protégées ne sont pas agressives. Pour faire de l'apiculture, il faut 1 mètre carré par ruche sur un rucher. Alors ici, j'ai toujours quelques ruches, on peut s'approcher un petit peu si vous voulez. Cette année, j'ai dû faire 200 nouveaux essaims, donc pour faire des nouvelles colonies, soit pour les vendre à des gens qui ont besoin d'essaims de qualité, soit pour moi repeupler dans mes ruchers, et puis pour les nouveaux ruchers, les nouvelles entreprises, les nouveaux châteaux, les chefs. Là, j'ai encore le Choiseul à Amboise, le dernier en date qui m'a demandé, ou une entreprise qui ce matin m'a confirmé aussi un nouveau rucher. Puis il y a certains châteaux où pour l'instant j'ai 5-10 ruches et il faut en mettre un peu plus parce que les gens en veulent plus. Oui. L'appellation de reine d'ailleurs est assez amusante parce que d'autres langues disent la mère des abeilles. Et ce serait plus juste. Oui, c'est ce que je pensais parce qu'on a une vision un peu romanesque de la reine. Et la reine en plus elle est l'esclave de la ruche. Elle n'a aucun pouvoir. C'est pour ça que quand je fais le parallèle avec les entreprises ou les collectivités ou les groupes sociaux, c'est la même chose. L'abeille, la reine, elle est là pour pondre. Elle est certes indispensable, parce que s'il n'y a plus de reine, il n'y a plus de ruche. Mais ça a beau être la mère de toutes, si les abeilles décident de la mettre dehors, ils la mettront dehors. Donc c'est le collectif qui prime sur la reine. Donc c'est pas vraiment la reine. C'est ce côté qui me passionne, c'est ce côté collectivité où un individu, certes, a la valeur d'un individu, mais ce qui a une grande valeur, c'est la colonie complète, c'est l'ensemble. Alors cette philosophie et cette structure, vous pouvez la reproduire en milieu professionnel chez les hommes. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, de sensibiliser, et à la fois l'association que j'ai créée, le Jardin de Poète dont on parlait, et mon entreprise, je la construis comme ça. C'est-à-dire que je la construis où si on devait m'identifier à la reine, ce que j'aime pas forcément, mais souvent c'est ce qu'on en fait, je veux être indispensable en fait. Si on est indispensable, ça sert à rien. Donc faut pouvoir se rendre indispensable à des moments pour créer, mais après il faut qu'on puisse partir et que ça puisse vivre et qu'on puisse essaimer comme le modèle des abeilles pour créer des nouveaux essaims ailleurs et des nouvelles activités comme je peux le faire. Donc il y a plein de gens qui me disent oui mais tu montres tout ce que tu sais faire aux gens, tu formes, tu donnes. Et oui mais il faut donner. Plus on va donner aux autres, plus ils vont pouvoir démultiplier et plus les abeilles iront mieux, plutôt que de garder tout pour soi quoi. Les mâles ne servent pas à grand chose dans la ruche, ils servent à une chose très importante, féconder la reine. Donc si les mâles n'ont pas assez de sperme pour quand ils fécondent la reine, la spermathèque va être très vite vide, et donc la reine, ça ne sert à plus rien, donc la ruche meurt. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des spermathèques beaucoup plus poussantes pour que la reine puisse vivre longtemps. Donc c'est élever des mâles de bonne qualité, mais pour élever des mâles de bonne qualité, faut aussi faire. Moi sur mes ruchers de fécondation, j'élève des ruches où il n'y a que des mâles, où il y a beaucoup de mâles, plus que d'habitude. Dans une ruche, normalement, il y a 2-3 000 mâles. On a 20-30 000 pour qu'on ait beaucoup de mâles, pour que ces mâles-là soient les meilleurs et pour que la reine soit bien fécondée. Pour qu'on ait des bonnes. Donc il faut élever des mâles. Est-ce que c'est vrai que le mâle meurt quand il a fécondé la reine? Alors le mâle meurt quand il a fécondé la reine, et le mâle qui a essayé de féconder la reine, qui n'a pas réussi, souvent se fait tuer à la rentrée dans la ruche. Pourquoi? Parce qu'il a été mauvais. Donc il ne faudrait pas qu'il essaie de retenter sa chance une autre fois. C'est ça que vous reproduisez dans votre milieu social humain. J'ai dit, on s'en inspire. La petite différence quand même qu'il y a entre les femmes et la reine des abeilles, c'est que la reine elle est fécondée une seule fois pour toute sa vie, par 15 à 20 mâles, mais une seule fois pour toute sa vie, elle a la spermathèque pour toute sa vie. Une femme, il lui faut un homme à chaque fois qu'elle veut procréer. Donc on ne peut pas prendre le même modèle, il faut changer. Il me semble qu'on est dans un contexte historique où, avec toutes les envies de retour à la nature, c'est une chance supplémentaire pour le développement de l'apiculture. Oui, c'est une chance, mais il faut le faire doucement. Faut pas trop se hâter. Si on va trop vite, malheureusement, c'est l'industrie qui va prendre le dessus. Faut le faire en respectant les abeilles. Et c'est là où c'est compliqué, souvent. Que ça reste un peu artisanal. Faut que ça reste artisanal et il faut que ça reste
en respectant l'abeille, parce que malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, mettre du sirop dans les ruches, c'est pas respecter l'abeille, c'est pas faire du. C'est comme quand on surproduit du lait, c'est comme quand on. Faudrait pas qu'on tombe dans les mêmes choses qu'on a eu avec le lait, avec la viande pour les vaches ou les ovins. Faut avoir. C'est un produit qui se mérite et qu'il faut être patient pour l'avoir. Ces gens-là, au début, pensent souvent qu'on met une ruche au bout du jardin, on attend que ça se passe et à la fin de la saison, on récupère du miel. C'est loin d'être là. En fait, il faut faire beaucoup plus de travail pour avoir nos abeilles. Si on fait ça, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on va tuer une ruche quand on pense à faire comme ça. Pourquoi? Le travail que l'on fait une année N, il est pour l'année de récolte N+1, l'année suivante. Donc, quand vous achetez une ruche à un apiculteur qui a fait correctement son travail, tout le travail que vous achetez, c'est les abeilles, la reine, celle qui permet de générer toute la descendance, mais c'est aussi tout le travail de l'apiculteur l'année d'avant. Alors que vous achetez cette ruche, généralement, les gens les mettent au fond du jardin. Ils font du miel, parce que la première année, c'est les récoltes et des fruits de l'apiculteur à qui vous avez acheté la ruche. Et pendant toute cette année-là, vous ne faites pas forcément les bons gestes et la bonne préparation pour l'année suivante. Et l'année suivante, la ruche, elle est moins bonne. Et la troisième année, généralement, elle est morte. Les ruches, si on veut faire du miel d'exception, il faut 3 choses. Il faut un bon lieu, de bonnes abeilles et un apiculteur qui sait ce qu'il fait, où il va en fin de compte nettoyer, travailler, s'assurer que l'hygiène des abeilles est bonne. Alors, hygiène des abeilles, mais hygiène de tout le travail qu'il y a en amont. Et après, avec le miel. Donc le miel, on n'y touche quasiment pas. Il faut toucher le moins possible. Moins on va toucher le miel, meilleur sera-t-il. Et quand on le touche, parce qu'on a un miel à y toucher, faut respecter des normes d'hygiène très particulières. À propos d'hygiène, est-ce que vous souffrez beaucoup des maladies qui frappent les abeilles dans une bonne partie des pays d'Europe? On en a, oui, beaucoup. Les maladies, il y en a plein. Et il y en a surtout une qui est importante, qui est le varroa destructor, qui lui, ce varroa, le petit écarien, qui va engendrer les maladies. La difficulté des apiculteurs, souvent, malheureusement, c'est qu'ils ne le voient pas ou ils ne le gèrent pas. Et ils le gèrent souvent. Après, on fait ce que l'on veut, mais soit en chimie, soit en naturel. Et moi, faire du miel de qualité avec de la chimie, non, c'est pas possible. Je fais de l'apithérapie, je vais pas mettre dans mes ruches un produit qui est cancérigène, alors que je fais du soin avec les abeilles. C'est pas possible. Donc, faut gérer, et passer beaucoup de temps. Et ce temps, généralement, les apiculteurs ne le passent pas. Ils négligent le temps de travail du sanitaire. Moi, je suis moi-même TSA, un technicien sanitaire apicole, pour la chambre d'agriculture. Et donc, quasiment chacune de mes visites dans mes ruchers, c'est quasiment une mini-visite TSA. Donc, je vois directement, là, ce matin, par exemple, j'ai une ruche qui a une petite maladie, donc elle va être mise à part, va passer sur un rucher, ce que j'appelle hôpital, qui est dédié pour toutes les ruches qui vont pas bien. Et les pesticides dans les champs voisins, est-ce que ça fait diminuer vos effectifs, par exemple? Oui, ça arrive, mais ça arrive quand on travaille aussi mal. J'ai des apiculteurs que je forme, parce que je fais aussi de la formation d'apiculture, et souvent, ils ne mettent pas d'abreuvoir leurs abeilles. C'est une des erreurs massives de beaucoup d'apiculteurs. Ne pas abreuver ses abeilles, les abeilles vont être tentées d'aller chercher de l'eau ailleurs, parce qu'elles ont besoin de 100 litres d'eau à l'année, une ruche. Et donc, quand on allant chercher cette eau, elles vont tomber potentiellement sur la rosée des fleurs qui ont été traitées avec des néonicotinoïdes, elles vont tomber sur un pesticide ou sur une cuve qui a mal été nettoyée, et ainsi de suite. Donc, déjà, d'abreuver ces abeilles, ça leur évite d'aller chercher de l'eau ailleurs, et qui potentiellement peut être polluée. Après, les pesticides, on va faire attention où est-ce qu'on met nos ruches, d'aller dialoguer quand c'est possible avec les agriculteurs du coin, pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de choses. Et d'éduquer, plutôt que de rentrer en conflit, faut plutôt expliquer aux apiculteurs. Moi, je travaille avec des apiculteurs bio et de conservation des sols, parce que du coup, ils mettent quasiment plus de pesticides. Ou quand ils en mettent, on s'appelle, je ferme les ruches, et du coup, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous dites aux mauvais esprits qui vous disent, analysons le miel, finalement, ça n'est que du glucose? Alors, analysons-le, on verra bien qu'il y a une quarantaine de sucres différents. On dit même qu'on trouve une bonne partie de cire dans des miels de basse qualité qui viennent de l'étranger. Alors, de cire, oui. Alors, est-ce que le fait d'avoir de la cire, si elle est de bonne qualité, est-ce que c'est un mauvais problème? Pas plus que d'avoir d'autres problèmes dans les... Ouais. La cire, ça veut dire qu'il a été extrait très rapidement, souvent. Oui. Et le problème, il n'est pas là. Les abeilles, on doit les élever pour qu'elles soient bien. On ne doit pas les affamer non plus, mais on doit les positionner aux bons endroits où il y a de la nourriture et qu'elles se nourrissent de la diversité florale qu'on peut avoir. Parce que donner du sirop, c'est donner une monoculture, donc donner quelque chose qui est unique. On va avoir un seul sucre ou quelques sucres dans ce sirop, mais on n'aura pas les acides aminés qui vont bien, on n'aura pas tous les pollens qui sont intéressants. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une diversité florale pour pouvoir nourrir nos abeilles. D'où les choix que je fais de lieux particuliers. Alors les châteaux de la Loire, certains forcément, parce qu'à chaque fois c'est des lieux magiques, mais aussi les agriculteurs de conservation des sols, les lieux où il y a des petits bocages, pour que mes ruchers qui ne bougent pas, parce que la difficulté c'est de ne pas bouger les abeilles, c'est que faut qu'il y ait pendant toute la saison suffisamment de nourriture pour l'ensemble de mes colonies que je pose. Et l'idée, c'est de ne pas mettre trop de colonies à un endroit si elles n'ont pas de nourriture. Oui. On voit des ruches sur les toits de Paris, parfois.
moi j'en mets sur les toits de tour, hein, et sans aucun souci, elles se portent bien. Elles se portent bien, pourquoi? Parce que dans les villes, elles ont beaucoup de diversité florale. Donc beaucoup d'origines différentes, à la fois de nectar et de pollen. Par contre, il y a des difficultés qui arrivent sur les toits des grandes villes, des métropoles, sur le frelon asiatique. Pourquoi? Parce que le frelon asiatique, lui, il est beaucoup plus présent dans les métropoles, parce qu'il trouve de l'eau, il trouve de la nourriture, des débris protéiniques dans les poubelles par exemple, et les frelons asiatiques sont beaucoup plus présents en ville qu'en campagne. Et ce frelon asiatique, c'est une catastrophe pour nos abeilles quand on n'en prend pas soin. Alors, dans tous les commerces où l'on peut acheter du miel, on a le choix entre le miel de sapin, de forêt, de lavande, que sais-je. Vous avez aussi cette variété-là en fonction de l'endroit où vous disposez vos ruches. Alors c'est ça, on peut avoir des miels monofloraux, ce que l'on appelle, en fonction des lieux où on les met, et à un moment on met la hausse, la partie où on récolte le miel pour nous les hommes, hein, alors que sur le reste du corps, c'est exclusivement pour les abeilles. On ne prend jamais de miel dans le corps de la ruche, c'est-à-dire là où elles vivent. Le miel, ça va être juste le dessus de la ruche, le complément. On ne prend que le surplus de ce qu'elles ont besoin. Dans leur réserve, au fond. C'est ça, on prend le grenier, ce qu'on appelle le grenier à miel, Oui. dans lequel on va prendre ponctuellement un peu de miel. Moi, personnellement, j'en laisse même quelques fois dans ce grenier à miel au printemps, pour qu'elles en aient besoin. Cette année, j'ai laissé, en gros, sur mes 350 colonies, 1,5 tonne de miel dans mes ruches pour mes abeilles. Plutôt que de prendre ce miel et de mettre du sirop, comme le font beaucoup d'apiculteurs. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des différences au point de vue de l'usage thérapeutique qu'on peut faire entre un miel de lavande ou un miel de sapin? De grosses différences Alors, ils ont tous... à l'analyse chimique, si je puis dire. Oui, ils ont tous des propriétés antibactériennes, reconnues, cicatrisantes, voilà. Tout ça, ils l'ont tous. Mais certains ont des propriétés beaucoup plus que d'autres en fonction des miels. Et le miel de thym, par exemple, a un pouvoir cicatrisant beaucoup plus intéressant que d'autres miels. Ils l'ont tous, le pouvoir cicatrisant. Mais le miel de thym, par exemple, plus cicatrisant. Si vous prenez un miel de tilleul, il y aura un effet d'endormissement, de bien-être le soir beaucoup plus facile. Si vous prenez un miel de châtaignier, le côté antioxydant plus poussé, et ainsi de suite. Voilà. Vous allez avoir des miels qui, en fonction de leur origine végétale, botanique, vont avoir des propriétés plus développées que d'autres. Le miel cicatrisant, c'est le plus connu pour les plaies. On peut travailler sur les plaies ulcérées ou pas, les brûlures, les gerçures, les engelures. On peut travailler également sur toute la partie en alimentaire, l'équilibre. On peut même aller, dans certains cas, avec toujours, c'est jamais sans avis du médecin, quand on fait les choses. Mais des diabétiques, par exemple, des diabétiques peuvent travailler sur du miel de fructose, donc l'acacia, qui est un miel quasiment 100% fructose, et de travailler sur l'équilibre insulino-dépendant en fonction des types de diabète. On va travailler sur des miels aussi pour pouvoir équilibrer, par exemple, pour les gens qui vont faire beaucoup de sport et qui vont consommer énormément d'énergie, on peut le faire. On va travailler aussi avec les pollens, alors qui eux ont d'autres propriétés, parce que c'est la protéine végétale de la ruche, que les abeilles nous ramènent à la ruche. Le pollen, par exemple, je prends l'exemple des femmes enceintes, on peut faire des cures de pollen différents en fonction à la fin de la grossesse pour soutenir le corps sur l'effort physique que se demande la fin de grossesse, et après en récupération, comme le ferait un sportif en préparation d'épreuve et après une grosse épreuve. J'ai des copains décathloniens par exemple avec lesquels on peut travailler sur ce genre de choses. Les pollens, le pollen d'un châtaignier antioxydant par exemple, les hommes après 45-50 ans, ça peut être intéressant, la prostate par exemple. Voilà, le pollen de saule pour les gens qui portent des lunettes et tout ce qui est kératine, y compris les cheveux, les pollens de cerisier, les pollens de bruyère, voilà. Chaque type de pollen vont avoir aussi des propriétés très intéressantes et de dynamisme ou d'équilibre selon ce que l'on a besoin. Après on va avoir la propolis antivirale naturelle, qui va avoir un effet très intéressant en ce moment avec ce que l'on vit avec ce fameux Covid. Ça peut être aider, en tout cas, par exemple, des gels hydroalcooliques avec de la propolis. Moi, j'ai des gels qui servent de nettoyage, par exemple, dans les bergeries, moi, je m'en sers à la mielerie pour nettoyer. C'est antibactérien et antiviral. Donc, c'est toutes ces choses-là, on peut utiliser. La propolis, aujourd'hui, elle est utilisée en milieu médical, en complément, quand ils n'arrivent plus à trouver, avec les maladies nosocomiales, avec tout ce qui peut arriver quand les antibiotiques ont des résistances. Ouais. Donc, on va travailler là-dessus. Après, on a d'autres produits que sont la cire, on en a parlé tout à l'heure. La cire d'abeille va être très intéressante, on va pouvoir s'en servir sur des ovules, des onguents, l'onguent par exemple. En ce moment, avec les gels hydroalcooliques, on se sèche les mains, en fait, avec le gel qui assèche les mains. Un onguent, ça va régénérer la peau et ça va permettre, moi je travaille dans les EHPAD où je mets mes ruches, les anciens, je leur fais des masques à l'onguent ou des pommades pour les pieds à l'onguent, avec la cire d'abeille, c'est extraordinaire. On peut travailler aussi avec la gelée royale. La gelée royale, alors très puissant comme produit, c'est ce qui transforme une simple abeille, un œuf qui était destiné à devenir une abeille, en reine. Donc ça va changer complètement la physiologie de l'abeille, qui a pris beaucoup de gelée royale, 3 jours pour une abeille standard, toute sa vie pour une abeille reine. Et
cette gelée royale, elle peut avoir des effets très intéressants sur l'asthénie, par exemple, la fatigue, tout ce qui est burn-out, tout ce qui est pas bien, mal-être. Hein, on va pouvoir, sur la partie aussi antivirale et antibactérienne, on va avoir quelque chose de très intéressant. Mais, j'ai bien aimé la gelée royale, c'est un produit qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on a des problèmes hormonodépendants, ça peut être plus grave d'en prendre que de ne pas en prendre. Ça peut aggraver les choses. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Dans ceux que j'ai oublié, il reste le venin d'abeille, le 6e, qui n'est pas forcément le plus souhaité, parce que le venin d'abeille, ça pique et ça fait mal. Mais et ça ne protège pas de la Covid. Ça ne protège pas, on ne sait pas, il n'y a pas d'étude qui a été faite. Par contre, il y a quand même une étude post qui a été faite en Chine, hein, à l'épicentre du lancement de cette épidémie, où tous les apiponcteurs, parce qu'en Chine, ils ont le droit de piquer avec des abeilles, ce qu'on n'a pas le droit de faire en France. Mais en piquant avec des abeilles, ils ont le droit de le faire. Donc tous les apiponcteurs, tous les patients qui ont eu des piqûres, n'ont pas eu de symptômes de la Covid. Ont pu être malades, asymptomatiques, mais n'ont pas eu de symptômes. Donc moi-même, hein, au mois de novembre, j'étais en contact et du coup, la personne qui m'avait croisé était malade. Moi, j'ai rien eu. Je me fais piquer régulièrement par les abeilles et j'ai pas eu de symptômes. Après, est-ce que c'est ma physiologie qui me permet de le faire ou est-ce que c'est les piqûres? Je suis pas scientifique, je sais pas le dire. C'est pas une étude d'un cas qui pourra le faire. Mais voilà, ça peut être intéressant. On sait que le venin démontré scientifiquement en hépatoprotecteur, antiviral, anticancéreux, tout ce qui est comment on appelle ça, tout ce qui est addiction et autres, on peut travailler aussi dessus. Donc voilà, c'est très puissant, comme c'est du venin, hein. C'est comme tout venin, c'est puissant et à pas prendre à la légère et à faire très attention à ce niveau-là. Donc on peut espérer qu'il y a des études qui sont en train de se mener, comment on peut travailler avec le venin d'abeille sur des accompagnements médicaux très poussés, entre autres avec la Covid. Mais pour l'instant, tout n'est pas démontré. Mais en empirisme, il y a des choses qui se font, à voir après, mais ça reste de l'empirisme et pas du médical. Donc à ne pas reproduire n'importe comment, n'importe où.